love it. I love my beginning. I move from the sofa to here. As the lights come up, I love doing that. Okay, so, dear speakers, fantastic that you are all here and that you all got Chers orateurs, très bien que vous ayez été là et que vous avez tous pu prendre un vol. Bon, chers auditoires et tous ceux qui nous rejoignent en ligne, merci beaucoup. Si vous venez de nous contacter ou si vous êtes là depuis le début de la journée. Alors, qui était là au cours des sessions précédentes? Ça fait quand même pas mal. Je m'appelle Katrina Sickel. S'ils ne me connaissent pas, c'est la dernière session des 4 que j'anime. Et ça concerne les petits et les centres moyens qui entraînent la croissance. La Commission a essayé de dénombrer ces structures, mais qui sont importantes en Europe. Alors, il y aura une séance de dialogue social pendant 1 heure ce soir avec la commissaire Madame Freira et plusieurs jeunes. Et puis après ça, il y aura une séance de tasses de boissons de toutes les régions. Les langues, je vous rappelle, au cas où vous en aurez besoin, et surtout débrancher vos smartphones. Alors tout le monde est branché sur Slido. Alors, si vous n'avez pas le QR code, bon, allez donc à slido.com ou au hashtag. On ne peut pas le rater. Alors, vous avez pris part à un sondage. Et bon, la règle d'or, c'est être bref et concis. Donc, alors, la règle, c'est qu'une question doit être une question avec un point d'interrogation. 2 ou 3, pas plus. Alors, je vais inviter les orateurs. Alors, pour les petits et moyens centres qui sont très dynamiques et qui contribuent à la croissance économique, nous allons zoomer sur ces centres, voir quels sont-ils, comment ils essaient, comment ils débrouillent et comment ils donnent de la prospérité, pas uniquement financière autour d'eux. Et on va suivre ça suivant une méthode ascensionnelle de la base vers les niveaux supérieurs. Et puis, il y a toute une série d'approches mixtes pour développer une stratégie. Maintenant, je vais présenter les orateurs. Alors, je vous prie d'accueillir Émile Bock. Alors, qui va s'asseoir près de moi ou moins près de vous. Je ne sais pas qui des deux sera le plus heureux. Et puis de l'OCDE. Ah oui. Voilà. David Burgalassi, économiste et donc scientifique auprès de l'OCDE. Et vous avez le lien entre également, vous avez Mercedes Hernandez Martinez, la ville de l'Espagne du Nord. Delivering a very interesting strategy. And finally, we have Mia Pananen, who is a... Et donc, on a encore Ricardo Gonçalves, et puis on a Mia Pananen, qui vient de Turku, qui est dans le sud-ouest de la Finlande. Alors ça a été vraiment les orateurs les plus polis. Ils sont restés debout pendant que je faisais les présentations. Voilà. Remarquable. Avant de vous permettre de faire votre contribution,
Alors, je vais vous dire quel a été le résultat du sondage. Bon, c'est pas sorcier, mais si on peut voir le sondage ou si vous y avez accès par votre téléphone, par votre laptop, nous sommes en train de voir comment les petits centres et moyens centres peuvent être plus résilients. Et quel est l'ingrédient le plus important à devenir plus résilient? Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Est-ce que c'est être stratégique sur les grands défis? Donc, imaginez une stratégie qui va avec, ou bien avoir la participation de la société civile pour façonner cette politique, ou bien est-ce qu'il faut puiser dans toutes les possibilités de financement? C'est toujours difficile dans l'UE, c'est très complexe. Ou bien est-ce que c'est dû au fait que certains ont leur place autour des tables nationales où il faut être? Ou bien est-ce qu'il faut donner un accès sur Internet? Donc, essayons d'identifier les défis et leur assortir une stratégie solide. Je pense que effectivement, les orateurs ici ont tous leur expérience. Voilà. Je demande au maire de Kara-Polka, qui est la deuxième ville plus importante en Roumanie. En taille, en développement économique, c'est important. Ah oui, de la région, maire de Cluj-Napoca. Et puis vous étiez rapporteur sur la fuite des cerveaux dans l'UE. J'aurais pu participer au cours du panel précédent. Donc c'est Emile Bock qui représente Cluj-Napoca, Roumanie. Je vous donne la parole. Merci pour l'invitation. Excellente semaine à Bruxelles pour faire partie de la semaine dédiée aux régions. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que même si nous comptons 27 pays, eh bien, j'ai l'impression que ici, c'est un peu comme être à la maison, mais à l'étranger. Je pense que ici, on parle 24 langues, mais on parle la même langue au service de l'Europe. Merci pour cette manifestation. Merci pour présenter notre situation et de la partager avec d'autres. Oui, peut-être sans le son, c'est mieux, dit l'orateur, effectivement. Voilà, quelques photos de ma ville, comment nous avons réussi à réagir aux différents défis européens et mondiaux. Mais tout d'abord, je partage quelques idées. Pourquoi les PME sont importantes? Tout d'abord, il y a une tendance qui veut que les gens, effectivement, sont attirés par les villes, petites et moyennes. Plus de 75% de la population vit dans les villes dans l'UE. Et ce chiffre ne fait que s'accroître. Alors oui, les villes sont de bons endroits pour la qualité de la vie, mais c'est là aussi qu'il y a des problèmes. On a une croissance économique, mais il y a des embouteillages, il y a de la pauvreté, criminalité, drogue, et des choses de ce genre. Donc, ce que je vous dis au nom du comité des régions, c'est qu'il faut accorder plus d'attention aux villes en termes d'investissement. Car finalement, tout revient au local. Là, les embouteillages, l'éducation, enfin bref, les grands problèmes se posent au niveau local. Donc il faut s'adresser à ce niveau local. Deuxième idée que je vais partager. Bon, il y a beaucoup de défis à relever dans ce monde, mais je vais en citer deux. Les disparités économiques, d'abord, ne font que croître en Europe. Oui, les politiques ont fait beaucoup de bien. Je ne sais pas, je regarde mon pays, la Bulgarie, etc.
Et on voit comment ça fonctionne sur le terrain, mais les disparités restent très élevées en Europe dans certains domaines. Elles ne font que croître d'ailleurs. Par exemple, la fracture numérique, les disparités économiques. Alors, quel type d'Europe aurons-nous jusqu'en 2024, le moment des élections? Moi, je pense que nous devons avoir une politique de cohésion. Les normes minima de vie doivent se retrouver dans chaque pays de l'UE. Et là, il y aurait deux réponses. La politique de cohésion et le pouvoir transformateur de l'enseignement. La politique de cohésion, c'est ce qui maintient l'Europe ensemble. C'est la solution à la croissance économique. Ça, c'est un investissement à long terme de l'Union. Mais en même temps, c'est l'autre face de la monnaie du marché unique. Tant qu'il y aura un marché unique, on a besoin d'une politique de cohésion. Tant qu'on a ces développements, la croissance et la prospérité, on a besoin de la croissance pour le marché unique et la politique de cohésion. Et à la base, c'est l'enseignement qui est la base. On dit qu'il faut une plume, un enfant, etc. Et un livre, on peut changer le monde. Donc il faut tenir compte du pouvoir de la cohésion et de l'enseignement. On peut établir la meilleure qualité de vie dans nos villes. Effectivement, il y a une perte de cerveau qui endommage notre société. Quelle est la réponse? La cohésion et l'enseignement. Voilà. On leur donne cela ou on garde les gens chez eux. Donc c'est important d'investir en enseignement à long terme. C'est la seule façon de sortir de la pauvreté. C'est la seule façon de lutter contre le populisme, l'extrémisme, les drogues, etc., etc. Donc investir dans l'enseignement. L'enseignement, ça va être une priorité dans l'UE avec la politique de cohésion pour avoir une Europe forte. Et je clôt mon intervention. Alors, Cluj-Napoca, c'est important pour la Roumanie. Alors, il faut tout d'abord avoir une vision, une stratégie et un plan. Notre vision. Quel est notre principal élément de compétitivité? Faites la même chose pour vous. Il est impossible de ne pas en avoir un. Notre ville est une ville universitaire avec 10 universités avec 100 000 étudiants. Donc, on est passé d'une industrie industrielle sur le communisme à une économie basée sur la connaissance. Ça, c'est l'avantage compétitif. Car l'éducation et la technologie, c'est la seule ressource. Et donc, on se fonde sur les connaissances, et puis on parle la même langue que le reste de l'Europe. Donc le pacte vert, transport public, qui doivent être verts, bien sûr. Bientôt, nous faisons partie du réseau des villes qui appliquent le plan vert. Ça n'est pas une exigence, je pense que c'est quelque chose qui doit se faire. Donc, il faut dégager une vision et surtout utiliser la synergie des fonds. Il y a des fonds pour toutes ces tâches au niveau local, régional et national, et on demande à l'Europe plus de flexibilité sur la synergie des fonds, de manière à mettre en œuvre sur le terrain nos projets. Tant qu'on travaillera de cette manière, eh bien, on pourra rendre nos villes comme le meilleur endroit pour la vie de nos citoyens au niveau local. C'est toujours bien de commencer avec beaucoup de passion et beaucoup d'audace. Et je crois que vous avez fait les deux choses. Aujourd'hui, on a parlé de la nécessité de la flexibilité. Je crois que c'est un message que la Commission a sans doute entendu aujourd'hui.
Avant de vous passer la parole, David, vous avez parlé de l'après 2024. Si nous n'atteignons pas les objectifs, la polarisation va s'accentuer. Il y aura de plus en plus de polarisation et cela ne crée pas, c'est pas propice à un espace pour s'entretenir et pour ne pas voir les choses en noir et blanc. Alors, quel est votre atout compétitif? Comment pouvez-vous créer des centres urbains petits et moyens, robustes? Vous venez d'un ex-pays communiste et David Bourgalassi est économiste et scientifique, travaille à l'OCDE. Vous vous êtes penché sur les tendances démographiques dans les pays de l'OCDE. Vous avez examiné le problème de l'innovation, etc. Alors, dites-nous, quel serait le cadre pour un entretien à ce sujet, une conversation à ce sujet? Ne parlez pas trop rapidement, si vous voulez bien. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est un véritable plaisir d'être ici à Bruxelles. C'est vraiment agréable d'être ici. Vous avez mis l'accent sur une série de problèmes essentiels. Je voudrais revenir sur ce que Emile Boc a dit. Il a parlé de tendances et de problèmes et il a mentionné une série de points. Les disparités, les inégalités. Au niveau de l'OCDE, nous avons publié notre rapport la semaine dernière, un aperçu régional. Le titre du rapport est l'existence des disparités régionales et ces disparités sont de plus en plus fortes lorsque l'on pense à différentes régions et à différents types de régions. Je voudrais vous donner quelques chiffres. Le PIB par tête d'habitants dans la région métropolitaine est 15% plus élevé que dans les petites et moyennes villes. Ce matin, j'ai participé à une session très intéressante. Et nous avons vu toute une série de cartes et de données. Et j'ai appris que l'installation de la large bande, donc l'infrastructure numérique, dans les petites villes, la large bande est 20% en dessous de l'installation dans les grands centres urbains. Ce qui change, c'est que la géographie, ce n'est pas seulement le PIB et la productivité, c'est un concept qui relève de différentes dimensions, notamment relève de la qualité de vie, accès aux soins par exemple, accès à l'éducation. Dans les petites villes, la connectivité peut être plus grande que dans les grandes villes. Dans les villes petites et moyennes, on essaye de résoudre les disparités et les petites villes et les moyennes villes sont véritablement l'ossature d'une structure. Parmi 10 villes, 8 sont des petites et moyennes villes. Il n'y a que 2 grandes villes sur 10.
Donc, au-delà de l'aspect démographique, les zones rurales offrent des opportunités, pas seulement pour les résidents des petites villes et moyennes, mais offrent également des possibilités pour ceux de l'extérieur. On constate au niveau de l'OCDE que la population, depuis 10 ans, diminue dans 4 villes sur 10. Pour les grandes villes, il y a une diminution de 15%. C'est un problème. On constate que c'est un problème. La question est une question de polarisation. Si vous êtes un gestionnaire d'une petite ville ou moyenne, votre premier problème, c'est de trouver un job pour vos citoyens. Et vous ne pensez pas tout de suite à des emplois verts offerts dans 20 ans. Mais il est important de réfléchir déjà à ces emplois verts aujourd'hui. C'est un problème, mais c'est aussi une opportunité. En dépit de certaines tendances difficiles à renverser, comme la population, il y a la possibilité d'expliquer aux gens quelles sont les opportunités. Si on perd sur le plan de la population, c'est une chose, mais on peut améliorer les services. Les services ne contiennent pas seulement un aspect quantitatif, mais aussi qualitatif, et là, on peut renverser la donne. Et je crois que ça, c'est le défi, avoir des approches politiques nouvelles qui doivent penser à certains avantages d'une économie circulaire, par exemple, en tenant compte des avantages pour l'environnement et des avantages sociaux. Merci beaucoup. Je vais revenir tout à l'heure vers vous. Si on ne fait pas des défis des opportunités, où vivrons-nous à ce moment-là? Je pense qu'il faudrait peut-être en 2 mots essayer de définir les priorités. Quelles sont les priorités pour les villes petites et moyennes? Je dirais d'abord la gouvernance. C'est un grand défi. La qualité de vie, dit quelqu'un, une qualité de vie équitable pour tout le monde. On reviendra sur la question de la gouvernance. Vous avez donné de bons exemples. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à la dame à votre gauche. Et nous allons maintenant voir quelques bons exemples de situations du terrain. Nous avons eu la description d'un bon exemple par Émile. Je voudrais passer la parole à Mercedes Hernandez Martinez. Vous êtes également responsable de l'agenda urbain en Espagne et vous avez mis en œuvre toute une série de stratégies à partir de 2020. Il y a pas mal de choses qui bougent. Pouvez-vous nous en parler? C'est un plaisir d'être ici. I've got to give you these instructions because I don't want to interrupt you. You need to just keep it there and don't speed.
Ne parlez pas trop rapidement parce qu'on a besoin de respirer entre les mots en tant qu'interprète. Vous avez parlé d'un gouvernement régional. Je représente le gouvernement local. Murcia est une grande ville de moyenne dimension. Je vais vous parler de notre stratégie urbaine à partir de 2020. La stratégie, je ne parviens pas à capter ce que vous dites parce que l'acoustique est très mauvaise. Vous parlez de Murcia 2020. Oui, c'est ça. Le facteur essentiel qui caractérise notre stratégie, c'est le soutien politique. Le maire est le leader qui doit mener à bien la stratégie. S'il y a un soutien politique, on peut mettre en œuvre une stratégie. Deuxièmement, il y a les architectes, les planificateurs, les experts qui interviennent. Et en troisième lieu, les études doivent se fonder sur le point de vue des différentes parties prenantes. Les politiques municipales doivent répondre à la stratégie générale. Les politiques municipales doivent faire partie d'une politique générale. Aussi, pour des raisons de financement de la stratégie, au niveau européen, il faut rechercher les fonds, ce qui est très important parce que si vous voulez maintenir la traçabilité d'une partie prenante, vous ne devez pas seulement planifier, mais aussi mettre en œuvre différentes actions. Pour mettre en œuvre une nouvelle stratégie, il faut d'abord évaluer ce qui a été mis en œuvre au niveau national. Après cette introduction, je vais commencer au début. En 2015, l'année des élections, et il a été constaté qu'il fallait une nouvelle stratégie, une feuille de route. Nous avons travaillé à cela, et cela en vue de faire de Murcia une ville intelligente en collaboration avec l'Université de Murcia. Nous avons procédé au diagnostic, tous les défis ont été analysés. Nous avons analysé les ressources de la municipalité et nous avons essayé d'impliquer toutes les parties prenantes, tous les acteurs. Excusez-moi, vous avez parlé de l'Université de Murcia. Vous avez dit qu'une feuille de route avait été établie, etc. Le conseil municipal nous avons 25 zones dans Murcia, 28 zones de voisinage. Et donc, il était important d'avoir une bonne distribution des services municipaux en fonction des ressources.
Donc nous avons fait ce diagnostic, préparé ce document. Nous avons mis en place un processus de participation. Pour nous, c'est important car il faut assurer la cohésion sociale de la ville. On organise plusieurs groupes de travail. Bien sûr, c'est un organisme consultatif qui fait des propositions. Donc, pour les grands projets pour la ville. Donc, c'est un agent économique et social pour la ville. Dans le même temps, nous travaillons avec les centres des villes en ligne. Et nous menons des interviews avec d'autres entités qui sont représentatives du territoire. Avec toutes ces contributions, nous préparons une liste finale des contributions avec les conclusions de la stratégie pour la ville. Alors, je vais vous demander de conclure, madame. Donc, c'est très bien de faire ça en deux parties. Donc, d'abord, vous êtes rapide pour permettre au public de souffler. Vous pourriez peut-être terminer sur cette partie, la stratégie, la feuille de route, etc. Et on va maintenant aborder les résultats. Est-ce que ça vous semble raisonnable? Oui. OK. Un petit break pour l'instant. Alors, j'essaie de résumer. Vous avez dit, nous engageons aussi la société civile, offline et en ligne. Mais moi, je suis curieux sur la prochaine étape. Si vous pouviez partager avec nous certains résultats. Parce que pour moi, vous dites, nous avons le centre et puis on avait la banlieue. Donc, il faut une approche très customisée. Alors, ainsi, pour permettre aux autres de faire leur contribution. Ricardo. Bon, vous avez appris de l'oratrice précédente beaucoup de choses que vous pouvez répéter. Alors, vous êtes juriste de formation. Vous avez l'air d'être un peu penaud quand je vous dis ça. Non, mais j'aime beaucoup ça. Et vous voulez participer à l'avenir de votre ville. Donc, vous travaillez avec des équipes pluridisciplinaires et vous êtes responsable de la mise en place des stratégies d'innovation. Vous avez reçu un prix, je pense, en 2015, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez été recevoir cette... Ah oui, j'étais avec le maire, bien sûr. Avec le maire, oui. Oui, bien sûr, le maire. Oui, j'ai déjà eu un maire dans un panel, donc je les adore, le maire, moi. Le maire devrait être à la tête du monde. Bon, bref. Donc, vous allez maintenant partager avec nous la stratégie d'une très petite municipalité pour renverser la vapeur, c'est ça? C'est ça? C'est très petit? Oui, très petite. Donc, 15 000 habitants pour le centre. Et on a 26 000 qui habitent dans les comtés. Donc, sur 700 km², bien sûr. Alors, dites-nous un peu plus. Ah, voilà. Donc, bon après-midi. Grand honneur pour moi de participer à votre session. Et donc, merci pour cette occasion. Alors, une petite ville au centre du pays, et comme la province, bon, nous avons pas mal de défis, toute province. Bon, la migration est au premier plan. Et puis, les contextes socio-économiques, la dépopulation, etc. Bon,
c'est en 2013 qu'on nous appelait pour faire quelque chose, pour renverser la tendance. On a mis en place une nouvelle stratégie pour la ville, utiliser l'innovation comme un moteur et pour le développement économique et social. Alors, cette stratégie, ce plan d'action a été fait de manière ouverte, mais de manière aussi collaborative. Et vous voyez ici en haut à droite, oui, nous avons un premier groupe de partenaires. Nous avons créé notre laboratoire pour mettre tout ça en musique et nous avons accordé une attention aux programmes nationaux et européens pour rencontrer de nouveaux partenaires et pour avoir accès à la recherche et au financement qui doivent nous aider pour faire cela. Alors, il s'agit de genre, de culture, de tradition, d'alimentation et d'expérience. Alors, pourquoi devrions-nous être de plus en plus petits? Alors, fort de tout ça, nous avons décidé de définir un style de vie comme étant notre principal avantage compétitif pour attirer les gens et les entreprises sur notre territoire. Pas uniquement dans des secteurs traditionnels, mais également dans des secteurs innovants. IT, par exemple, le numérique aussi. Et si nous avons créé un laboratoire de travail, nous devons transformer notre ville comme un banc d'essai. Donc, planification urbaine, nous avons décidé de créer notre écosystème pour l'innovation en réhabilitant, en rénovant uniquement des bâtiments abandonnés dans le centre-ville. Et nous avons fait ça depuis maintenant les 10 dernières années. Et les deux images que vous voyez en haut à droite, voilà, c'est sorti du projet que nous avions commencé en 2018. Réhabilitation donc d'une croûte. Et on nous en fait un business center. Alors aujourd'hui, si vous nous rendez visite, vous trouverez un écosystème amical. Nous avons intégré des services à cela et actuellement, nous abritons 1000 experts en informatique. Ces fameux défis. Et nous avons donc abrité aussi 19 jeunes pousses, des startups, dont certaines ont bien réussi, heureusement. Donc actuellement, notre ambition consiste à accueillir quiconque veut investir, étudier ou vivre chez nous. Et nous avons des programmes pour attirer et retenir les gens, mais aussi pour leur donner les compétences dont notre marché a besoin. 3 exemples. Le premier, c'est des livres pour effectivement former les gens. Nous l'avons fait depuis 2016 avec un taux de succès de presque 100%. En haut à droite, vous voyez une image pour amener la technologie et les sciences vers le secteur traditionnel, vers l'artisanat. Et en bas, là, simplement pour dire que nous sommes le seul endroit au Portugal où effectivement nous sommes présents dans les écoles et nous commençons à donner des cours d'intelligence artificielle à partir de 12 ans. Voilà, j'ai une petite vidéo d'1 minute que j'aimerais partager avec vous. Voilà, c'est une vidéo sur la reconnaissance que nous avons eue de la part de la communauté européenne. E o propósito são asas. O fundão é raiz e asas. Uma terra para sonhar e fazer. Entre serras vemos mais longe. O que nos move é uma razão de fundo.
Fundão entre pessoas, unido na diversidade. Acolher culturas, acolher idades, ideologias, acolher personalidade. Acolher não é apenas um gesto da nossa terra, é aquilo em que acreditamos para o futuro. Até que o improvável se torne provável, e depois certo, e depois normal. Fundão, terra de acolhimento. Prémio Capitais Europeias da Inclusão e da Diversidade. Nice, very nice. And I was going to say that one of the loveliest words, statements that came from your contribution there. Un des termes que j'ai retenu de votre contribution, c'est que nous avons tout cela à offrir. Pourquoi devrions-nous être de plus en plus petits? Et ça n'a fait qu'être l'écho de ce qu'a dit quelqu'un d'autre. Notre vision doit se fonder sur vos avantages, vos points forts. Mais j'étais impressionné, vraiment. Excellent résultat. Et des statistiques convaincantes pour ce que vous avez fait. Très joli. Pour plus tard. Alors, je me tourne vers Mia Pananen, donc, qui est conseillère supérieure à la ville de Turku, mais elle est basée dans les bureaux de Bruxelles. C'est la 6e grande ville en Finlande, c'est ça? Vous pourrez en dire plus, car ce que vous allez nous dire, c'est vraiment l'ambition de la ville, devenir une des villes pionnières pour ce qui concerne le climat. Alors, mettez-nous au parfum tout ça. Ça semble splendide. Je suis heureuse de faire partie de ce panel pour partager pas mal de choses de notre projet qui illustrent très bien comment les villes moyennes peuvent effectivement être en croissance et en durabilité. Un exemple concret vient de Turku, situé dans le sud-ouest de la Finlande. Elle compte 200 000 habitants, avec en fait la plus vieille ville du point de vue de l'université en Finlande. Et comme l'a dit le maire, il résume la ville en 3 mots: la mer, les sciences et la culture. Oui, ça vous dit tout. Et tourner vers l'avenir. La ville croît, même si c'est une ville moyenne, et à présent, nous devons affronter le défi de renforcer la vitalité de la ville, sa croissance, tout en répondant à ce défi global de protéger, bien sûr, la nature qui entoure les villes et qui compte pour beaucoup dans le bien-être de la ville. Et ceci, bon, aussi pour nous adapter au changement climatique. Alors, comment croître? Donc, par des écosystèmes en étant une ville moyenne. Turku, donc, a gagné un grand projet de l'initiative européenne dans le cadre des actions innovantes. Le but, c'est de créer un parc biodiversité grandeur échelle dans une banlieue qui est appelée Concive et créer deux autres installations pilotes dans 2 autres quartiers. L'objectif est d'accroître la biodiversité, simplement pas uniquement la protéger, mais l'accroître en plantant des essences d'arbres différentes, par exemple. Bref, gérer les parcs. Ceci n'est pas simplement fait par la ville. Nous avons en collaboration un autre intervenant.
La planification se fait avec les intervenants, donc qui engagent la collectivité locale, les résidents, le secteur privé, les ONG et les établissements d'enseignement. Donc ce parc de biodiversité devrait être une plateforme d'enseignement, devrait en même temps une zone récréative pour les résidences. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter sur le projet ou bien je réponds aux questions ou plutôt, laissez-moi conclure. Ce projet est vraiment, je vais jouer beaucoup dans la planification de la ville et peut nous montrer comment nous pouvons combiner la poursuite de la croissance, de la durabilité, dans des conditions de bien-être. Magnifique projet, mais avant de vous relancer, je vais vous demander de réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Vous avez dit que vous disposez de ces nouveaux outils. Il y a quelque chose de très central pour avoir la collaboration des intervenants. Vous avez fait preuve de pas mal d'activités. Donc, sur quelque chose de spécifique, de très beau. Alors, comment ça a fonctionné? Oui, vous avez engagé le secteur privé, etc. Est-ce que, je ne sais pas, quel a été l'ingrédient pour enthousiasmer tous ces partenaires? Bon, dans les plans déjà, on recherchait ce genre de coopération. C'est un des points forts d'une ville moyenne. Donc, il y a une étroite coopération entre les organisations de la ville. Donc, nous collaborons étroitement avec les universités, qui sont partenaires dans le projet, avec les ONG locales. Et il est facile d'aborder le secteur privé. Et donc, en créant cet écosystème, eh bien, nous estimons que nous pouvons faire marcher cette plateforme de démonstration. Maintenant, comment allons-nous assurer la suite des événements? Comment allons-nous obtenir la coopération des résidents pour la protection de la nature, etc. Ça reste à voir. Est-ce que vous avez de l'espoir? Optimiste? Oui, très optimiste. Les gens sont vraiment enthousiasmés par cette action sur la nature et par ces projets innovants. Et la plateforme de biodiversité est innovante. C'est une première en Europe. On poursuit cette biodiversité avec la collaboration des parties prenantes. Je n'ai pas oublié que je voulais encore vous demander quelques exemples, mais j'ai pris note d'une série de choses. Vous avez parlé de l'aspect multi-gouvernance. Vous avez mis en évidence l'aspect participation, société civile, feuille de route. Vous avez pas mal d'expérience en la matière. Comment est-ce que cela fonctionne? Comment est-ce que vous pouvez rassembler toutes ces personnes? Est-ce que les gens hésitent? Comment est-ce que vous surmontez les hésitations? Tout d'abord, vous devez avoir des idées claires pour ce qui concerne un système écologique. Si vous ne poursuivez que votre ego, ça ne marchera pas. Je voudrais ajouter une série de choses parce que j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes entre vos villes et la nôtre. Par exemple, Turku et le Portugal, l'innovation. Dans notre ville, c'est la même chose et je recommande vraiment d'agir comme médiateur
pour créer un écosystème local pour l'innovation et la création. Notre devoir est de se faire rassembler tous les acteurs. Le pouvoir de la collaboration, c'est formidable. On ne peut pas le voir sur papier. Mais si vous mettez ensemble les universités, l'industrie, les gouvernements locaux et régionaux et la société civile, cela représente beaucoup d'avantages. Donc, je recommande ce que l'on a fait à Murcia, à Turku, d'intégrer tous ces acteurs, les universités, la société civile, l'industrie. Il faut qu'ils travaillent ensemble parce que sinon, rien ne sera positif. Le deuxième élément, c'est la participation. Bien sûr, nous avons tous les 4 ou 5 ans des élections, mais que se passe-t-il entre les élections? C'est la chose la plus importante. Donc, les citoyens doivent être mobilisés tous les jours. Je pense à Murcia. Dans notre ville, nous avons 2 exemples aussi. Un budget participatif en cours d'élaboration, c'est-à-dire un citoyen peut décider ce que financera une partie du budget. Donc, il faut rester en contact avec les citoyens tout le temps. En plus, il faut faire appel à l'imagination des citoyens. Nous avons ici le directeur du centre avec nous. Les gens doivent pouvoir discuter avec vous l'avenir, doivent pouvoir exprimer leur imagination au sujet de la ville, c'est-à-dire dire comment on peut améliorer la situation dans la ville. Vous avez parlé de Turku et vous avez dit que vous utilisiez 3 lettres pour décrire la tolérance, la confiance sont des éléments importants dans ce contexte. Et vous avez parlé aussi de l'OCDE. Je voudrais souligner une fois de plus que les disparités sont toujours importantes en Europe. En dépit des efforts faits, les disparités sont toujours grandes et nous devons faire tout notre possible pour les réduire parce que si on réduit les disparités, on va renforcer la démocratie partout en Europe. Et pour conclure, je voudrais évoquer la fuite des cerveaux. On ne veut pas tuer dans l'œuf la liberté de mouvement, mais ce que l'on peut faire, c'est associer la fuite des cerveaux à l'acquisition de cerveaux. Et puis, finalement, le leadership. Vous avez besoin de plans, de vision, de leadership. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles en tant qu'administration communale ou en tant que maire. Parfois, les décisions ne sont pas populaires. Parfois, c'est critique. Par exemple, pour les embouteillages, on ne peut pas permettre la circulation de toutes les voitures dans les centres-villes. C'est une affaire qu'on peut comparer à la cigarette dans les restaurants. Dans quelques années, on se posera la question comment était-ce possible d'accepter toutes ces voitures dans les villes. Il faut parfois prendre des solutions impopulaires pour améliorer la situation, pour créer un meilleur espace pour les enfants, etc. Je compare ceci à la situation avec la belle-mère. Est-ce que c'est une blague? Non, non. La belle-mère dans une voiture. Et j'ai une très bonne belle-mère. Elle fait partie de la famille, mais elle ne doit pas contrôler votre vie. C'est la même chose avec la voiture. La voiture ne doit pas contrôler votre vie dans une ville. La voiture peut être là, oui, et on peut utiliser les transports en commun sans pollution, etc.
cela veut dire que vous devez prendre des mesures pour améliorer la qualité de la vie, même si ce n'est pas un sujet très populaire au départ. Bon, vous avez vous avez parlé de la création d'un espace. On en a parlé aussi avec le maire de Bologne. Les gens doivent pouvoir avoir un espace d'expression. Dans une société en évolution rapide, c'est quelque chose de très important de savoir où se trouve cet espace. Vous avez parlé de la fuite des cerveaux, vous avez dit que l'infrastructure devait être attirante. Un petit commentaire à ce sujet, et je reviens aux autres membres du panel. Vous avez dit un leadership fort signifie aussi prendre des décisions difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, de nos jours, avec l'effondrement de la confiance, c'est dû au fait que les raisons qui sous-tendent des décisions ne sont pas connues. Alors, il y a cet affrontement. Il faut faire une différence entre la communication en direction des gens, c'est-à-dire des conférences, et une communication avec les gens. Parler sur le terrain à 7 heures du matin, par exemple. Il faut parler avec les gens, pas seulement en direction des gens. Il faut parler sur le terrain des résultats obtenus grâce à l'Europe. Nous disons en général tout ce qui est mauvais vient d'Europe, ce qui n'est pas vrai. Il faut expliquer ce qui se passe avec l'argent européen dans nos villes, etc. On a besoin d'argent européen et nous devons mettre cela en évidence. Et nous devons mettre en évidence les résultats obtenus grâce à ce financement européen. Parce que sinon, les extrémistes vont continuer à progresser. Voilà. Je vais vous permettre de terminer votre récit. Mais bon, s'agissant d'un maire, bon, j'ai rencontré le maire de Malines il y a quelques années. Et il a gagné le prix mondial des maires. Je ne savais même pas que ça existait. Vous vous rendez compte? En 2016, donc il a fait beaucoup pour la ville de Malines du point de vue d'intégration. Et je lui ai posé la question, mais comment ça se fait que... comment vous avez fait pour arriver à cela? Eh bien, il y a un an, me dit-il, chaque fois que je vais dans cette réunion, eh bien, je vais me permettre d'en ressortir avec deux avis à moi, mais légèrement modifiés. Voilà. C'est ce qu'il faisait pour, effectivement, pour ne pas céder du terrain. J'ai beaucoup aimé cela. Oui, c'est faire écho et non pas faire preuve d'égocentrisme. Alors, je reviens à ce que vous avez dit. Vous nous avez parlé de toutes ces choses incroyables que vous avez mises en place, la feuille de route, le processus de participation, les groupes de travail. Est-ce que, je ne sais pas, pour rajouter un peu de couleur, est-ce que vous n'avez pas une bonne histoire à nous raconter pour... Alors, nous avons utilisé cette méthode, pas uniquement pour cette étude, mais d'autres projets dont on parlera plus tard. Le conseil travaille bien sûr, le conseil de la ville, mais il le fait en coopération avec l'université de Murcie. C'est très important pour nous. Les indicateurs de performance, l'organisation des différents groupes de travail, le problème de la cartographie des services communaux, etc. C'est quelque chose que nous, en tant que fonctionnaires, nous ne savons pas comment les réaliser. On a un département économique qui prépare toute la documentation.
On analyse, on prépare tous les indicateurs. C'est préparé par ce bureau. On utilise cette méthode non seulement pour une stratégie de Murcie 2020, mais également pour notre agenda pour faire passer l'agenda au niveau inférieur. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Donc ça, c'était en 2020. Nous sommes en 2023 maintenant. Alors, très brièvement, quelle est la prochaine étape? Après Murcie 2020, maintenant c'est Murcie 2030. On prépare cela. La stratégie en matière d'urbanisme, bon, il y a un agenda municipal pour ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vu notre système participatif, ça c'est très important, mais en raison des bons résultats engrangés pendant le programme Murcie 2020. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce succès est le fruit de l'implémentation de tout ça dans un bref délai. On peut avoir une stratégie qui prévoit, bon, qui fait participer un peu tout le monde, mais si on ne la met pas en application, voilà, votre je sais pas, votre crédibilité tombe. Voilà pourquoi il y a un département des affaires européennes dans ma ville et qui travaille de concert avec le maire. C'est important. Ah oui. Donc, nous étions un peu la feuille de route, donc qui fait tout apparaître un peu comme une entreprise privée. Nous travaillons sur cet agenda, donc merci 2030. Donc, votre crédibilité, effectivement, a été brisée et difficile de la reconstituer. Alors, en 5 ans, nous avons mis en application toute la stratégie financée par des fonds régionaux, nationaux, mais aussi européens. Le fonds de développement régional, notamment, oui, le FEDER, avec Europe Life, etc. Une fois qu'on a une stratégie, le plus difficile, c'est avoir des idées claires sur ce qu'on veut. Lorsqu'on fait une demande de financement, il faut présenter les choses très clairement. Par exemple, j'ai besoin de ceci, de cela, etc. On a parlé du financement, et aussi la Commission. Qui dit qu'il faut être très au clair, qui est susceptible de convenir à certaines utilisations. Alors, qu'est-ce que ça fait comme écho, tout ce que vous avez entendu? Peut-être une chose. Un point sur la numérisation et comment ça peut effectivement libérer le potentiel de ces villes. Est-ce que vous aurez une ou deux choses à dire et puis on reviendra sur la numérisation? Bon, dans le passé, bon, j'étais le mauvais élève qui ne parlait que d'orientation, de mauvais exemples. Mais n'oubliez pas
que la cartographie des emplois change. Donc, il y a beaucoup d'emplois maintenant qui sortent de la zone métropolitaine. Le risque est que vous risquez d'accroître encore plus les disparités, car le pire qu'on puisse faire, c'est faire du papier collé sur ce qu'on fait d'autre, sur l'innovation, la productivité. Bien sûr, on aime bien l'innovation, la productivité, mais je veux effectivement relier à ce qu'a montré Fundao, le projet Fundao. Vous adoptez cela, mais dans le cadre d'une stratégie centrée sur les gens. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a dit pour la ville de Turku. Donc, on pense à la qualité de la vie, au projet. Et à quoi assiste-t-on? Il y a beaucoup de ressources locales, beaucoup de créativité, donc dans une méthode ascendante. Ce qu'il faut, c'est simplement un leadership local, les maires. Et puis, quelque chose dont on a parlé dans la session précédente, c'était le concept d'écoute empathique, comme vous avez dit, oui. Donc un leadership effectif, c'est quelqu'un qui écoute la base, qui mobilise les facteurs nécessaires, mais écouter et puis mettre ça en musique. Et puis, je reviens à Murcie. Ah bon, l'analyse, ça semblait être trop technique. Non, ce projet est un processus d'apprentissage. C'est vraiment la clé pour accroître effectivement la responsabilité et d'autres éléments. Oui, vous avez dit effectivement, responsabilisation. Il y a une valeur morale ou sociale, je ne sais pas moi, pour suivre et évaluer cela. Lorsqu'on crée un système, un écosystème pour que les gens puissent vivre de manière meilleure. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut poser une question, mais en une seule phrase avec un point d'interrogation, ou bien est-ce que, vous en avez reçu assez? Voilà, je pense qu'il n'y a rien de Slido. Ah non, non, je me trompe, il y a quelque chose. Bon, je voudrais revenir à Fundao et à Turku. Quel est le concept de croissance pour Murcie? Ah voilà, ils ont agrandi les caractères. Murcie, Fundao est devenue une ville académique. Alors, vers quoi vous dirigez-vous? Quelle est votre finalité? Bon, vous avez suivi, bien sûr. Est-ce que vous permettez que je vous pose quelque chose comme question ou bien est-ce que vous voulez continuer votre... Je vous regarde, monsieur, oui, c'est... Est-ce que vous avez quelque chose de précis à jeter sur le tapis ou alors j'ai des questions? Mais tout d'abord, la priorité est à ce que vous voulez ajouter. Les formalités pour le développement d'une stratégie ont déjà été dites par d'autres avant moi, mais la situation actuelle, la transition numérique, ne fait que s'accélérer. Et ça, c'est une occasion unique, un peu comme Fundao. Car s'agissant de qualité de la vie, c'est la première fois
depuis 10 ans que les gens peuvent choisir l'endroit où ils veulent vivre et quel style de vie ils veulent avoir et pas simplement aller dans une grande ville pour trouver un emploi. C'est vraiment un avantage qu'il faudrait utiliser dans notre stratégie. Bien sûr, pour qu'une stratégie soit un succès, il faut avoir l'engagement des parties prenantes, de la communauté. Il faut avoir une vision à long terme. Et comme quelqu'un l'a dit, mais je la souligne, il faut avoir un fort engagement politique avec un leadership très fort. Bon, bien sûr, nous faisons des erreurs, nous nous trompons aussi, et lorsqu'on s'embarque dans cette aventure, tous ceux qui participent à ce projet, doivent envisager, je ne sais pas, l'échec. Et lorsqu'il y a échec, je pense que le maire et tous ceux qui l'ont épaulé doivent en payer les conséquences. Voilà. Il faut donc un fort leadership politique. Ah, mais est-ce qu'il y a de l'espace pour l'échec? Je n'aime pas ce terme échec. Est-ce qu'il faut lui réserver une place? Bon, on a parlé d'échec, mais entre guillemets, il faut qu'il y ait un espace pour les expériences et il faut aussi permettre que l'on fasse des fautes. Ah, il y a aussi un espace pour partager les fautes avec d'autres. Voilà. Oui. D'accord avec vous. En Europe, on avait un manuel de bonnes pratiques, un recueil de pratiques. Mais on ne disait rien sur les erreurs. Or, les erreurs vous apprennent quelque chose. Et moi, en tant que maire, je donne des instructions à mes employés. Et donc, on a le droit de se tromper aussi. Sans quoi, on ne sait pas comment faire pour faire mieux. Bien sûr, après avoir examiné les résultats, on peut voir ce qu'on a fait, si c'est un échec ou autre, mais ça fait partie de l'innovation. C'est obligatoire, ça fait partie de votre mentalité. Donc l'échec, ce n'est pas un problème, ça fait partie du succès qui va suivre. Donc, effectivement, prévoir l'échec, ça fait partie de la méthode. Non, mais vous êtes maire. Parfois, ne pas décider, c'est mieux que de prendre une mauvaise décision. Bon, voilà. Bon, je reviens à Murcie, mais je reviens à Turku. Je ne sais pas si vous aimeriez commenter, mais ce que j'aime dans cette petite et moyenne ville, on ne peut pas faire du copier, etc., coller. Mais est-ce que vous n'avez pas parfois, vous n'avez pas une critique, on n'a pas un siège dans un cadre supérieur national? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu négligé? Vous avez eu cette expérience, madame? Bon, je vous ai suivi et beaucoup de choses ont rencontré un écho. La vision, la stratégie. Alors, en tant que petite ville moyenne, nous devons être audacieux dans notre stratégie, dans notre vision. Le slogan de la ville de Turku, c'est la ville la plus audacieuse. Ah, mais vous avez pas mal de bonnes résolutions. Donc, même si vous êtes de taille moyenne, vous n'avez pas pour autant, vous ne manquez pas pour autant de points forts. Et donc, vous partez sur ces points forts et vous avez la capacité de prouver que vous pouvez répondre à certains défis locaux, mondiaux, européens. Nous avons des systèmes qui produisent des solutions. Les villes produisent des solutions. Mais il faut un fort leadership pour être audacieux. Et puis, vous serez invité à prendre part aux tables de discussion au niveau national. Au fond, j'aurais dit le contraire.
Pourquoi voudrez-vous aller vous asseoir à cette table-là, supérieure sur le plan national? Bon, car bon, en fait, vous êtes la personnification de la méthode associationnelle qui vient du bottom-up, donc. Il faut venir de cette démarche et dans la coopération européenne, le point clé, c'est aussi partager les plus mauvaises pratiques, les échecs aussi. À Turku, par exemple, on a travaillé à Fundao sur un projet pilote. Effectivement, bon, la région a été une caisse de résonance pour parler de tout ça. Mais bon, ce qu'il faut, c'est maîtriser la coopération avec d'autres villes. Voilà. Donc, il y a la conscience de la valeur ajoutée, effectivement, de cette coopération. C'était ça ce que vous voulez dire dans la perspective de l'Europe? C'est ça? Si vous avez ce genre de transformation, est-ce que l'élément UE fait partie de cela? Est-ce que les gens comprennent ça? Oui, participer au projet européen, c'est critique. C'est de nouvelles idées, c'est de nouveaux partenaires. Les projets ne sont pas que du financement. C'est la meilleure façon pour nous de nous emparer des meilleures pratiques éprouvées et qui montrent qu'elles ont bien fonctionné sur le terrain. Alors, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Si nous reconnaissons qu'il faut un espace, une innovation, aussi pour partager les bonnes pratiques, mais aussi les échecs, il faudrait aussi un bon espace pour répliquer, pour riposter à tout ça. Car si quelque chose a bien marché en Europe, alors il faudrait faire des programmes qui répliquent ces succès ailleurs. Et c'est une bonne façon pour empêcher que des petites villes ne soient laissées à la traîne par rapport aux grandes villes qui, elles, ont d'autres ressources, bien sûr, pour assurer la transition. Donc, un financement dédié pour cette réplication. Bon, ce que je m'attendais à une réponse du genre oui ou non, bien sûr, bon, il faut faire partie des programmes et pas simplement de la formule de financement. Mais tout le monde à Fundao sait que le chemin passe à travers les financements européens. Oui ou non? Répondez par oui ou non. La ville sait que beaucoup de choses faites à Fundao ont été possibles grâce à l'argent européen. Ça fait partie des réseaux de partenariat que nous avons établis dans notre projet. Je pense qu'il y a une prise de conscience de ça. Bon, je suis très curieuse, bien sûr, car c'est un grand défi. Bon, de partir de la bulle UE et de l'éparpiller sur le terrain. Oui, quand les choses foirent, effectivement, on pointe un doigt effectivement accusateur, mais non. Effectivement. Parfois, non, il y a même des stickers disant « Ah, ceci est un projet qui vient de l'Europe, donc il faut rappeler ça. » Nous, on fait le contraire. Alors, merci. Je dois faire honneur à cette question. Vers où vous orientez-vous? Très brièvement, car on n'a plus que 10 minutes, et je voudrais encore avoir le dernier mot de chacun d'entre vous. Alors, vers quoi vous dirigez-vous? Quel est votre objectif, votre finalité? On a parlé, bon, des points forts dans d'autres exemples. Alors, vers quoi vous dirigez-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire comme transformation? Non, la stratégie n'existe pas uniquement que sur papier. Oui, soyez brève et pas trop vite, dit notre animatrice. Merci, madame.
Je ne sais pas si on peut revenir à votre exposé. Vous voulez montrer oui, une série d'images, d'accord. Je ne sais pas. On va donner un moment au service technique. Que c'était pour créer des environnements plus verts. C'était dans quoi? Qu'est-ce qui a effectivement présidé à l'établissement de cette feuille de route? C'est d'arriver à une meilleure qualité de la vie? C'est un document avec plusieurs modèles des villes. Il y a le modèle social, le modèle économique, le modèle cohésion territoriale, plus important pour nous, car là, nous incluons la revitalisation, la mobilité sociale, les zones vertes, etc. Oui, tout ça est très impressionnant. Il faut bien faire ressortir que tout ça, ce sont nos défis. Dans le projet, on présente la stratégie, les modèles qui sont très divers. Mais pour nous, le modèle cohésion territoriale est le plus important, car nous avons une réalité avec pas mal de villes de voisinage, donc on parle de mobilité, etc. Un projet parmi les plus importants que nous avons mis en application. Oh. Ah oui, merci madame. DNA urbaine. Good practice label in 2017, as well as in Sitio Services, Bloomberg Philanthropies in New York. Cette oratrice est impossible à suivre en anglais. Je m'excuse, mais c'est vraiment... Alors, elle reprend. Ce projet, on veut s'occuper d'un quartier tout près de l'université. Bon, c'est un quartier traditionnellement réservé aux artistes. Ah, et nous avons fait un shake-up, un total bouleversement. L'aspect social n'est pas inclus du reste dans ce projet. C'est simplement un bouleversement, un shake-up. Donc, avec un processus participatif, avec tous les intervenants, 3 phases. La première, c'est identifier, la phase d'identification. Il faut vraiment résumer, madame. Pas accélérer. Alors, ensuite, dans ce processus participatif, nous avons découvert que, bon, ça n'était pas vraiment saillant pour les grands projets, ce que nous faisions. Donc, la demande n'était pas pour les grands projets. Ils demandaient des petites interventions urbaines qui ne demandaient pas de financement supplémentaire à la municipalité. C'est des petites interventions urbaines en se mettant simplement en contact avec les différents services municipaux qui devaient agir en même temps. Ça, c'est important dans ce projet. Si vous voulez régénérer un quartier en coordonnant tout le département, ça suffit. Il ne faut pas des ressources supplémentaires, etc. Donc, petite intervention urbaine sur, je ne sais pas, le nettoyage des tags sur les murs, etc. Revitalisation. Bref, ensuite. Terminez, s'il vous plaît, oui. Il y a un programme TV américain. Ah oui, on vient effectivement transformer votre maison en 10 jours. Voilà. On a fait un peu la même chose.
during 10 days. Alors, un fonctionnaire, etc. Et là, il travaille pendant 10 jours. Another different neighborhood, full of life. Et ce quartier est transformé dans quelque chose de tout à fait différent, plein de vie, etc. Et 7 ans après, c'est un quartier propice aux sociétés. Et bon, et ceci, nous ne sommes pas là tout le temps, évidemment, pour toujours. On essaie de booster certaines associations civiles pour prolonger le projet. OK, je dois vous arrêter ici. Voilà, je ne peux pas dépasser le temps qui vous était imparti. Mais vous avez bien expliqué avec beaucoup de passion. Mais je peux très bien imaginer que le projet a été de rien jusqu'aux petits détails. Donc, simplement en alignant les différents départements, eh bien, on peut se débrouiller sans avoir le besoin d'avoir d'autres ressources, simplement par une conversation avec d'autres. Et enfin, et regardez la montre, on ne peut pas dépasser 18 heures. Alors, s'il y avait une orientation politique magique, dire voilà, qui va libérer toutes les potentialités des villes, je serais heureux de vous l'entendre dire. S'il y avait quelque chose que vous n'avez pas pu dire, voilà, c'est vraiment en 30 secondes. Je m'excuse. Je commence par vous, Mia. Qu'est-ce que vous voulez que le public ramène à la maison? Alors, je ne sais pas si c'est une politique. Non, peu importe, peu importe. Moi, je vais arrêter, je vais aller prendre un verre. Alors, les stratégies audacieuses. Donc, ce plan vert, surtout la neutralité pour 2029, bon, c'est un beau cadeau pour la ville. Le projet est un excellent exemple d'audace, de stratégie et de leadership. Et dans tout ça, la coopération vraiment joue un grand important. C'est vraiment un cadeau aux gens. Et vous? Il faut garder l'esprit libre et être intelligent pour imaginer un niveau de vie décent pour la population. Et ce que je voudrais, c'est pour les institutions européennes et nationales de discuter de ces possibilités, pas uniquement sur le plan des mêmes paradigmes que les grandes villes. Pour la mobilité, on n'est axé que sur les grandes villes. La mobilité est aussi critique pour d'autres espaces de vie et pas uniquement les grandes villes. Donc, peut-on penser à ce qui est derrière les grandes villes pour peut-être les adapter à nos besoins, puis donner plus d'espace à la répétition de ces fonds, de la réapplication de ces fonds. Donc, on peut répliquer tout ça. Pour la plupart des défis, bon, il y a probablement quelque part une solution qui existe. Oui. Nous avons besoin d'une stratégie, mais il faut faire attention au processus pour l'élaboration de cette stratégie, car cette stratégie doit être mise en œuvre et si vous vous êtes trompé, vous aurez des problèmes du côté de la mise en œuvre. Vous avez un peu répété ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est difficile dans ces circonstances de récupérer la confiance. Au niveau national, je dirais, nous avons besoin d'un cadre contraignant et les pays devraient associer le concept de petite ville et de ville moyenne
en ajoutant le concept de villes intermédiaires. Il faut qu'il y ait un lien, une coopération. Un maire doit pouvoir dialoguer avec ses voisins pour faciliter la mise en place de stratégies communes. Et cela en vue de permettre aux petites et moyennes villes de saisir toutes les opportunités. Dernier mot à vous. Il est 6 heures. Je pense que ce qui est important a été dit. Ma conclusion, je la termine en parlant de blagues. On a parlé d'innovation, de technologie, etc. L'usine de l'avenir, peut être présentée comme un homme et un chien. Le chien est là pour empêcher l'homme d'utiliser l'ordinateur. L'autre blague, c'est un renard et un lapin. Le lapin rencontre le renard et lui dit je ne peux pas survivre à cause des chasseurs, etc. Le renard dit non, 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 arrête-toi parce que j'ai une solution. La prochaine fois, nous irons dans la forêt pour rencontrer un hibou. Et le hibou, c'est le chef de la forêt. Le lapin, à 9 heures, s'est rendu dans la forêt pour rencontrer le hibou. Et le hibou lui a dit, à partir de maintenant, vous serez un lion. Finalement, le lapin a quitté la forêt. Mais avant de partir, il a dit au hibou, qu'est-ce que je dois faire pour devenir un lion? L'hibou a dit, moi, j'ai défini la stratégie, toi, tu dois mettre en pratique ma stratégie. Le lapin sort donc de la maison du hibou. Donc, un hibou a une maison dans une forêt. Bien, c'est toujours bien de terminer par des blagues. Nous avons besoin de beaucoup d'esprit, naturellement, pour terminer la journée et pour entrer dans une nouvelle session. Je voudrais vous demander d'applaudir les intervenants. Restez installés, restez à votre place. Je dois me lever. Je suis devenue tellement paresseuse. Bon, merci beaucoup à tous. Merci également aux interprètes. Vous ne les voyez pas, mais c'est un effort considérable. Les personnes nous suivent en ligne également et il y a des techniciens dans le fond de la salle. Est-ce que vous pouvez les applaudir également, même si vous ne les voyez pas? Aussi les caméramans. Merci beaucoup. Il y a également 4 hashtags pour cette session-ci et pour les autres sessions.
Maintenant, nous aurons une pause café, mais le dialogue citoyen va se poursuivre ici et nous aurons une conversation entre la commissaire Ferreira et les jeunes. Je pense que c'est une obligation morale d'écouter ce que les jeunes ont à dire parce que souvent ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. C'est beaucoup de travail pour un animateur en général, mais les orateurs ont été tellement formidables que cela a facilité la tâche. Merci beaucoup et merci également à ceux qui nous ont suivis en ligne.